Coucou, c'est Malou et bienvenue dans ce podcast littéraire de Books and Blabla. Salut à tous, bienvenue dans ce récap livresque du mois de septembre et j'avoue que ce mois-ci a été un peu compliqué avec la rentrée, tout ça, j'avais beaucoup de choses à faire et donc moins de temps pour lire. En plus, j'ai passé 2 semaines sur le tome 4 de Campus Rivers que j'ai toujours pas terminé d'ailleurs et c'est assez fou que le livre sur lequel j'ai passé le plus de temps ce mois-ci ne soit même pas dans le récap. Franchement, j'ai trop du mal et même si j'ai fait plus de la moitié, il m'a mis une big panne de lecture. Donc ce mois-ci, en termes de quantité, c'est un peu catastrophique. J'ai lu que 6 livres et pour vous dire, je pense que ça m'est pas arrivé depuis que je lis activement, donc depuis bien 2 ans. Par contre, en termes de qualité, j'ai pas été déçue parce que j'ai vraiment eu des pépites et je vais vous en parler dès maintenant. Bon, les pépites, c'est pas tout de suite parce qu'en fait, j'ai commencé avec le premier tome de la saga Toi plus moi de Emma Green et pour être honnête, je sais même pas si c'est le premier parce que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre dans quel ordre il fallait lire les livres de cette saga. Alors du coup, moi j'ai décidé de commencer par celui-ci où ils sont plus jeunes au lycée et leur rencontre. Ça me semblait plus logique de faire comme ça, même si je crois qu'on peut le lire après ceux sur leur vie d'adulte. Alors je sais pas si vous le savez parce que j'ai pas lu récemment de livres d'elles, mais c'est vraiment des autrices que j'adore, j'aime tous leurs livres en général, dès qu'il y en a un qui sort, je l'achète. Là, c'est une saga que j'ai achetée il y a 2 ans avec mon pass culture, donc ça date. Et bah ça se ressent parce que je lisais il y a 2 ans ce genre de choses, mais plus maintenant, et j'ai eu énormément de mal à me mettre dans le livre. Je crois que je l'ai lu sur presque 3 semaines, et en plus de ça j'ai pas aimé, en fait c'est vraiment enfantin, c'est le cliché de la relation toxique avec le bad boy, et c'est vraiment tout ce que je déteste aujourd'hui dans la romance. Peut-être que si je l'avais lu il y a 2 ans j'aurais aimé, mais là c'est plus du tout le cas. Alors je dis pas que le livre est mauvais, mais c'est juste que ça correspond plus à ma tranche d'âge ou ce que je recherche aujourd'hui. Du coup, ça me fait un peu chier parce que j'ai quand même les 2 autres livres de la saga à lire, et oui, je vais les lire, et ils seront adultes, donc j'ose espérer que ce sera un peu plus mature, même si j'en doute. En tout cas, va falloir sérieusement que je m'y mette, et que je laisse pas ça trop traîner, parce que sinon je vais jamais les lire, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé, et c'est des livres d'ailleurs qui sont dispo chez Addictive. Pour me consoler de cet échec, rien de mieux qu'un bon livre de David Fuenquinos, et j'ai lu Nos séparations, qui a vraiment été une agréable surprise. C'est pas forcément le plus connu et pourtant dès les premières pages j'ai été prise dans le récit d'Alice et Fritz pour le moins tragique et comique. C'est aussi un livre qui m'a énormément fait rire et je me dois de vous lire quelques petites citations. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est traumatisant de passer ses vacances en Inde quand on est enfant. Ils sont de toutes les manifestations altermondialistes. Il m'est arrivé de penser que j'étais pour eux moins important qu'un grain de riz brésilien vendu en commerce équitable. Et allez, une autre pour la route. Je voulus mourir, mais on me proposa plutôt un peu d'agonie avant, la rencontre avec le père. Bon là je pense que vous avez capté l'énergie du livre, et j'adore ça, donc encore une belle réussite pour ce roman paru en 2008 et dispo chez Folio en poche. On passe au 3e livre, et je crois que c'est ma lecture la plus marquante du mois, donc je vais essayer au maximum de vous dire ce que j'en ai pensé, parce qu'il s'agit du coup de la virilité de Lucie Peytavin, qui est un essai paru en 2021 qui se demande s'il ne serait pas bénéfique pour la société que les hommes adoptent les mêmes comportements que les femmes. J'ai entendu parler de cet ouvrage sur TikTok et bon bah comme quoi il n'y a pas que des conneries et c'est vrai que ça m'a de suite branché parce que c'est en lien avec mes études. Ça traite beaucoup de sociologie et aussi un peu d'économie à un niveau accessible pour le plus grand nombre. En fait cet ouvrage il a pour but de quantifier financièrement à combien reviennent les comportements dits virils des hommes. Et donc je vais vous parler un peu du livre et à la fin, comme elle l'a fait, elle-même d'ailleurs, je vous donnerai le montant qu'elle a calculé. Déjà, c'est un ouvrage qui est découpé en 3 grandes parties, avec notamment une première sur tout ce qui est la biologie, à savoir si on peut expliquer les comportements des hommes biologiquement. Je vais pas rentrer dans tous les détails parce que le but c'est aussi de vous donner envie de le lire, mais j'aimerais vous parler d'un passage que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Dans la première partie, où elle cherche à déconstruire certains mythes, elle évoque la raison pour laquelle les femmes seraient aujourd'hui enfermées dans un rôle maternel, à la maison et dévalorisées. En fait, au Paléolithique, les femmes avaient le même rôle que les hommes, c'est-à-dire d'aller chercher à manger. Elles allaient notamment à la cueillette, qui représentait d'ailleurs une part très importante de l'alimentation, mais au Néolithique, lorsque les peuples se sont sédentarisés, les femmes ont commencé à être reléguées au foyer afin de s'occuper des enfants et de la cuisine. C'est aussi à cette époque qu'on aperçoit les premières différences entre les hommes et les femmes sur les squelettes retrouvés. Les scientifiques s'aperçoivent alors que les femmes présentent davantage de blessures, de traces de privation de nourriture qu'au Paléolithique et cela a aussi eu des impacts physiques lorsqu'elles se sont reproduites avec des corps qui sont devenus progressivement de moins en moins imposants comme généralement aujourd'hui. Bon, j'ai vulgarisé, elle l'explique un peu mieux dans le livre, mais j'ai trouvé ce passage hyper intéressant parce que j'en avais jamais entendu parler.
Dans la seconde partie, elle aborde les racines éducatives de la violence que je vous laisserai découvrir par vous-même. Par contre, j'ai quelques petits trucs à dire sur la troisième et dernière partie qui concerne le calcul du coût financier de cette virilité. Dans le livre, elle détaille sa méthode de calcul qui peut sembler assez barbare au premier abord, mais qui en réalité n'est pas si complexe. Et donc pour calculer ce coût de la virilité, elle mesure les dépenses publiques allouées à la prévention, à la condamnation et aux compensations des dommages collatéraux des violences et comportements à risque, spécifiquement pour chaque sexe, afin d'en déduire le différentiel entre les hommes et les femmes. Et c'est ce différentiel qui représente le coût de la virilité. Après, elle explique quand même qu'il y a certains paramètres qui posent problème, notamment sur l'accessibilité aux données ou même leur ventilation qui est rarement faite par sexe. Et donc, de manière calculatoire, elle fait le pourcentage de responsabilité des hommes dans les infractions du secteur étudié, moins celui des femmes, et elle les multiplie par le montant des dépenses publiques allouées à ce secteur. Les secteurs, c'est par exemple la défense et la sécurité, la justice, la santé et les différents comportements. Ça peut être les violences conjugales, les vols, les cambriolages, les homicides, l'insécurité routière, le trafic de stupéfiants, enfin ce genre de choses. Et donc, verdict, le coût total de la virilité serait de 95,2 milliards d'euros par an pour l'État français, sur un total de 454,6 milliards d'euros de dépenses publiques en 2023, selon la Cour des comptes. C'est un chiffre vraiment conséquent et qui la pousse à se demander si on ne devrait pas davantage cibler les politiques publiques, de prévention notamment, sur les hommes une fois ce constat fait. Après, il est quand même important d'arriver à remettre en cause certains points, notamment le calcul qui paraît peut-être un peu trop simpliste sur certains points, et sans oublier qu'il s'agit d'une estimation et non pas d'une donnée exacte à cause du manque de certaines données et du fait que les données ayant servi au calcul ne sont même pas des mêmes années. En tout cas, j'ai adoré lire cet essai et ça change vraiment de ce dont j'ai l'habitude, ça fait réfléchir sur un vrai problème de société, et la conclusion de Lucie Peytavant, c'est que la virilité est, je cite, les contours d'un visage masculin, mais elle est en chacun de nous, dans notre façon de penser, de nous comporter, de voir le monde. Elle façonne les modèles éducatifs et nos rapports sociaux et modèle notre société. Je vous laisse sur cette réflexion, mais après avoir lu ce livre et presque 3 années en Sciences Po, je suis d'avis que l'homme est bien socialement déterminé. Bon, et dans un registre plus léger, j'ai pas grand chose à dire sur ça, mais j'ai lu le tome 9 du manga Animal Crossing, le journal de l'île, et encore une fois, ma sœur est bien contente que je le prête après. Mais c'est pas tout, parce que j'ai lu un autre livre de David Fuenquinos qui n'est autre que Les Souvenirs. J'ai l'impression que c'est un peu un livre fourre-tout, mais pas de manière péjorative, où il a parlé de beaucoup de sujets qui lui tenaient à cœur. Il traite de thèmes universels comme l'amour, l'amitié, les liens fraternels, parentaux, et invite chacun d'entre nous à cultiver ses souvenirs, notamment les plus joyeux. Tout au long du roman, on va avoir le droit aux souvenirs de différents personnages ou même de stars, de personnalités bien réelles. C'est pas mon préféré parce qu'à certains moments j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, mais ça reste très plaisant à lire comme toujours. C'est un roman qui est paru chez Gallimard en 2011, mine de rien ça commence à dater et vous pouvez le retrouver en poche chez Folio. Et pour finir ce mois, encore un livre de David Fuenquinos, c'est quand même hallucinant mais la moitié des livres que j'ai lus ce mois-ci sont de lui. Le livre en question est Le potentiel érotique de ma femme, paru en 2004 et dispo en poche chez Folio, qui j'ai vu sur les plateformes mais loin d'avoir fait l'unanimité. Et c'est vrai que je comprends pourquoi, parce qu'il est peut-être moins entraînant que certains de ses autres livres comme Charlotte, Nos séparations ou encore Deux sœurs, mais je trouve qu'il a néanmoins le mérite d'exister et son côté absurde à certains moments m'a beaucoup fait rire, donc je me sens obligée de vous lire un petit passage. Pour comprendre ce Bernard, autorisons-nous une courte halte. Ce sera le temps d'un soupir. Le père de Bernard, né en 1908, était mort héroïquement en 1940. Le mot héroïque est un grand manteau où on peut tout y fourrer. Les Allemands n'avaient pas encore attaqué, la ligne Maginot était toujours vierge, et le père de Bernard faisait siège avec son régiment dans un petit village de l'Est. Petit village où vivait une femme de 152 kilos qui pensait bien pouvoir profiter du passage d'un régiment. Si les hommes ne voulaient pas d'elle habituellement, elle avait toutes ses chances en temps de guerre et en temps d'abstinence. Bref, le père de Bernard décida d'attaquer la montagne, et d'un glissement de drap, dans un retourné dont nous n'osons imaginer l'horreur, il y eut ce qu'on appelle communément un étouffement. Cette histoire, on l'avait épargnée à la famille en maquillant le tout du mot héroïque. Son fils n'avait que 10 ans. Bernard fut donc élevé dans le culte de son héros de père et dormait sous un portrait qui recouvrait celui de la Vierge. Bon, je sais pas vous avez peut-être pas le contexte, alors peut-être que vous comprenez pas trop, mais rien qu'en lisant ça, je vous jure, je me suis tapé une barre, je trouve ça absolument exceptionnel, c'est du grand génie, vraiment.
Et donc en fait on suit l'histoire d'Hector, immense collectionneur dans l'âme, qui va alors se mettre à collectionner sa femme. Je vous l'accorde, c'est assez particulier, mais c'est rigolo, ça se prend pas la tête et on est toujours content de finir le mois sur ce genre de livre. Bon, j'espère que ce récap du mois de septembre vous a plu. C'est vrai que là j'ai peut-être un peu plus pris le temps sur chacun des livres en essayant de les détailler un peu plus. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram. Comme d'hab, c'est mlg-books. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast de Books and Blabla.